Bon, vous savez à quoi on reconnaît un intellectuel? Plus il sait de choses, moins il a des opinions pertinentes. Et ça, c'est en quelque sorte la conclusion légèrement exagérée, mais pas totalement inexacte non plus, à laquelle on va aboutir après avoir étudié le texte de Blaise Pascal que je vais vous présenter dans cette vidéo, et qui est tiré de son célèbre livre Pensées. Donc l'idée ici, comme je l'ai fait il y a quelques semaines avec un passage de Ainsi parlait Zarathustra de Nietzsche, ça va être de vulgariser un texte d'auteur, de le décortiquer, de le commenter pour voir un peu ce qu'il veut dire. Néanmoins, avant d'en venir au texte, une petite présentation s'impose afin de comprendre à qui on a affaire, car Pascal était loin d'être un personnage ordinaire et le fait d'avoir à l'esprit quelques renseignements sur sa vie permettra aussi de mieux comprendre comment il se positionne lui-même par rapport au texte qu'on va étudier. Alors voilà, Blaise Pascal, c'est un philosophe, un mathématicien, un ingénieur, un théologien, etc. J'oublie encore bien des termes avec lesquels on pourrait le qualifier tellement c'était un touche-à-tout. Né en 1623 à Clermont et mort prématurément à Paris à l'âge de seulement 39 ans en 1662 des suites d'une longue maladie. On ne sait pas exactement de quoi il est mort, mais dès l'âge de 18 ans, il commence à souffrir de violentes migraines, de maux de ventre, de problèmes de circulation sanguine dans les jambes et vers l'âge de 24 ans, il se met aussi à souffrir d'attaques de paralysie qui font qu'il est obligé d'utiliser des béquilles pour se déplacer et bref, autant dire que sa santé ne va faire que de se dégrader avec le temps. Du coup, cet aspect de sa vie permet à mon sens de comprendre déjà un point essentiel sur Pascal, c'est que sa pensée va être en grande partie influencée par ses souffrances. C'est un penseur, un philosophe plutôt pessimiste et tragique. À côté de ça, une chose très importante sur laquelle j'ai aussi envie d'insister, c'est que si aujourd'hui on présente Pascal souvent en priorité comme un philosophe, en vérité, comme je l'ai dit, de son vivant, il s'est intéressé à de nombreuses disciplines, notamment dans les sciences, où il a laissé une empreinte indélébile. Par exemple, déjà vers l'âge de 16-17 ans, il publie un premier traité de géométrie baptisé Essai sur les coniques, qui impressionne par sa précocité, et quelques années plus tard, à l'âge de 31 ans, il en publiera un autre intitulé Le traité du triangle arithmétique, et dans lequel il posera les bases d'une façon de raisonner que reprendront bien des mathématiciens après lui. Bref, autant dire qu'en géométrie et en mathématiques, il se présente comme un esprit très affûté. C'est aussi un ingénieur, un inventeur, puisqu'il invente à seulement 19 ans la pascaline, c'est-à-dire une calculatrice mécanique qui est l'ancêtre de nos calculatrices modernes. Il a aussi contribué par ses travaux à l'invention de la presse hydraulique et on peut également par exemple mentionner que dans les dernières années de sa vie, il s'est occupé de développer à Paris le premier système de transport en commun au monde. Alors le principe vous paraîtra très simple aujourd'hui, mais à l'époque c'était évidemment novateur. Il imagine l'ancêtre du bus de ville avec ce qu'on appelle ces carrosses à 5 sols qui consistent en des carrosses tirés par des chevaux suivant un itinéraire précis et desservant des stations à intervalles réguliers pour une somme dérisoire. Je précise, dans carrosse à 5 sols, les 5 sols ça veut pas dire qu'il y avait 5 planchers sous le carrosse, c'était juste le prix à payer pour monter dedans et aller à la station de votre choix. Au passage, dans ce projet, Pascal n'a pas seulement une casquette d'inventeur, c'est aussi un entrepreneur finalement puisqu'il s'occupe de le financer, de le gérer, de le promouvoir. Bref, il s'investit très sérieusement dedans et ces quelques anecdotes, loin d'être exhaustives, j'en oublie, vous donnent un aperçu de l'étendue des capacités de Pascal, qui était donc un touche-à-tout vraiment très ingénieux, capable de bouleverser les domaines auxquels il s'intéressait. Pour être plus précis encore, on peut le qualifier sans souci de polymathe, terme employé pour qualifier un individu qui a des connaissances à la fois variées et approfondies dans de multiples domaines, le plus souvent liés aux arts et aux sciences. Bon après, je m'étends pas plus sur sa biographie puisque l'idée de cette vidéo n'est pas de vous raconter toute sa vie, mais bien de s'intéresser à un texte qu'il a écrit, et comme ce texte va parler d'éducation, d'enseignement, je voulais justement vous montrer qu'à ce titre, Pascal c'était quelqu'un de très instruit, capable d'utiliser ses facultés cérébrales pour faire avancer la technologie, la science et plus généralement la connaissance humaine, et cela dans des domaines très variés qui ne se limitaient pas à la philosophie et aux idées. Quoi qu'il en soit, nous, aujourd'hui, ce sur quoi on va quand même porter notre attention, ce sont les pensées de Pascal, donc sa philosophie et ses idées, puisque c'est en quelque sorte aussi le thème de ma chaîne. Les pensées de Pascal, il s'agit donc d'un livre paru pour la première fois en 1670, soit quelques années après sa mort, sous le titre initial on ne peut plus précis, Les pensées de Monsieur Pascal sur la religion et sur quelques autres sujets qui ont été trouvés après sa mort parmi ses papiers. Bon alors l'inconvénient de ce titre, c'est qu'il était interminable, l'avantage c'est qu'on pouvait pas faire plus explicatif, puisque comme il l'indique, les pensées, comme on finira par le renommer plus sobrement par la suite, c'est un ensemble de textes, de notes écrits par Pascal au cours de sa vie sur la religion et sur d'autres sujets et qui ont été rassemblés après sa mort au sein d'un même ouvrage. À la base, cependant, une grande partie de ces textes devait lui permettre de rédiger une apologie de la religion chrétienne, parce que Pascal, même s'il n'était pas membre du clergé, était très croyant, très chrétien, mais il meurt avant d'avoir pu terminer ce projet, et c'est ce qui fait que ses pensées sont un livre inachevé, composé de manière assez arbitraire, avec de nombreux textes qui parlent de religion, mais qui abordent aussi bien d'autres sujets très variés,
puisqu'ils ont tous été mélangés. Du coup, vous êtes prévenus, dans les pensées, tout est mélangé, il y a zéro structure, c'est juste des textes qui se suivent sans spécialement de rapport de causalité les uns avec les autres, donc ça peut donner au livre un côté assez bordélique et inégal. Cependant, en même temps, à titre personnel, je dois dire que c'est en fait quelque chose qui me plaît beaucoup parce que ça donne au livre un côté moraliste. Et d'ailleurs, le Pascal qui m'intéresse le plus et dont je vais vous donner un aperçu dans cette vidéo, c'est pas le scientifique qui rédige des théorèmes ou qui invente de nouveaux outils, c'est pas le philosophe qui conceptualise une vision très rigoureuse du monde, c'est le moraliste qui surprend par la pertinence de ses observations. Je le précise parce que le terme peut prêter à confusion, mais un moraliste, c'est pas quelqu'un qui fait la morale au sens où il dit ça c'est bien, ça c'est pas bien. Les gens qui agissent de la sorte, ce sont des moralisateurs. Le moraliste, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il étudie, il observe, il questionne la morale et les coutumes humaines. Alors historiquement, les moralistes, on considère que ce sont des auteurs français du XVIIe siècle, comme Pascal, mais aussi La Bruyère, La Rochefoucauld et bien d'autres, et ce sont des auteurs qui se caractérisent aussi par la forme qu'ils emploient, en cela qu'ils vont plutôt écrire des textes assez courts, parfois de simples phrases, parfois de petits paragraphes, sur une idée, une pensée qu'ils ont, et qui vont ensuite regrouper tous leurs textes au sein d'un ouvrage dans lequel ils les jettent un peu pêle-mêle. Par extension, on qualifie aussi de moralistes des auteurs qui ont adopté une forme différente mais avec le même état d'esprit, comme La Fontaine qui écrivait des fables, et on se sert aussi de ce terme pour qualifier parfois des écrivains qui ont vécu à une époque différente, qui ne se définissaient pas forcément eux-mêmes comme des moralistes, mais qui ont adopté une forme similaire, à savoir écrire des petits textes désorganisés pour s'intéresser à différents sujets sous des angles bien précis, et ainsi questionner la morale ou des comportements humains, et à ce titre on peut citer par exemple Nietzsche, Schopenhauer ou Sioran. Et donc, comme je le disais, ce format adopté par les moralistes, le format du fragment, donc c'est quelque chose que j'aime beaucoup parce que je trouve que ça permet souvent de développer une pensée nuancée et paradoxale, dans le sens où dans un texte vous pouvez analyser un phénomène sous un angle et dans le suivant sous un autre, donc dire à la fois une chose et son contraire, mais pas pour vous contredire, mais bien pour souligner des paradoxes, c'est-à-dire des choses que vous observez, que vous sentez, que vous questionnez, et qui malgré leur apparente incompatibilité s'admettent pourtant parfois l'une et l'autre. Je le précise aussi, mais les moralistes ne cherchent pas la vérité, ils prétendent encore moins la livrer, ce dans quoi ils sont c'est l'observation et la réflexion, et c'est pour ça que ça n'a pas de sens de les lire en se disant que ce qu'ils écrivent est seulement vrai ou faux. Je considère qu'il faut plutôt prendre leurs textes comme des sujets de réflexion. D'autre part, étant donné la forme choisie, on sait d'avance qu'un texte à lui seul ne fera jamais le tour du sujet auquel il s'intéresse. Le but d'un moraliste, c'est pas de conceptualiser des idées sous la forme d'une thèse, antithèse, synthèse pour y mettre un point final. Au contraire, c'est plutôt de zoomer dans tout ça et de traiter un sujet sous un angle bien particulier, de façon très concise, donc de porter son attention sur le détail plutôt que sur le tout. Ce qui fait que l'intérêt aussi des œuvres moralistes, c'est pas seulement de les considérer comme des petits textes indépendants, ce qui fait leur valeur, c'est également l'ouvrage dans lequel ils s'intègrent et dans lequel ils s'additionnent pour se compléter les uns avec les autres et attester de la pensée multiforme de leur auteur. Et d'ailleurs, je le précise, mais les moralistes sont eux-mêmes très souvent dans la critique qui fait partie intégrante de leur démarche. Leur subtilité, en revanche, c'est de critiquer tout en évitant de moraliser. Bon, ça veut pas dire que dans l'absolu, un moraliste ne tombera jamais dans la moralisation. Je souligne juste que si un auteur fait ça, il s'éloigne de ce qui fait tout l'intérêt de sa démarche moraliste, même si consciemment il n'a pas cette démarche, à savoir observer, questionner, critiquer de la façon la plus amorale possible, c'est-à-dire sans juger, justement pour en parler avec plus de hauteur et plus de justesse. Et c'est pour ça que, pour moi, un bon auteur moraliste, c'est pas un écrivain qui a raison, c'est un auteur qui propose les vues les plus perçantes possibles sur le monde qui l'entoure, en mixant à la fois, même si c'est paradoxal, subjectivité et objectivité. J'attends d'un auteur moraliste la subjectivité de son point de vue, c'est-à-dire qu'il rende compte de sa vision, mais sans jugement de sa part, ce qui est une manière d'insuffler de l'objectivité dans sa démarche. Et pourquoi je dis ça? Parce que en soi, quand le jugement accompagne l'observation et la réflexion d'un même mouvement, on est dans le préjugé et c'est pas du tout intéressant. Quoi qu'il en soit, en parlant de jugement, la transition est toute trouvée puisque on va maintenant pouvoir en venir à ce texte de Pascal que je vais vous présenter aujourd'hui et qui parle de ces gens qui troublent le monde parce qu'ils le jugent souvent sévèrement et de façon très insuffisante. Si jamais vous voulez relire le texte de votre côté, je vous le précise, il s'agit du fragment numéro 117 tiré des pensées de Pascal. Le monde juge bien des choses car il est dans l'ignorance naturelle qui est le vrai siège de l'homme. Les sciences ont deux extrémités qui se touchent. La première est la pure ignorance naturelle où se trouvent tous les hommes en naissant. L'autre extrémité est celle où arrivent les grandes âmes qui, ayant parcouru tout ce que les hommes peuvent savoir, trouvent qu'ils ne savent rien et se rencontrent en cette même ignorance d'où ils étaient partis. Mais c'est une ignorance savante qui se connaît. Ceux d'entre eux qui sont sortis de l'ignorance naturelle et n'ont pu arriver à l'autre ont quelques teintures de cette science suffisante et font les entendus. Cela trouble le monde et juge mal de tout. Le peuple et les habiles composent le train du monde, ceux-là le méprisent et sont méprisés, ils jugent mal de toutes choses et le monde en juge bien.
Bon alors ce que dit Pascal ici, c'est que dans une science, c'est-à-dire dans une discipline, dans un domaine, par exemple ça pourrait être le cinéma, la politique, le cyclisme, l'ingénierie, bref, ce que vous voulez, il y a 3 types d'individus. D'abord, il y a ceux qui y connaissent rien, qui sont dans l'ignorance naturelle, on va les appeler les ignorants. Ensuite, il y a les demi-savants qui font les entendus, c'est-à-dire qui ont quelques connaissances de cette discipline. Et puis il y a les experts, les savants qui en ont fait le tour. Et ce que dit Pascal dans ce texte, c'est qu'à force d'apprendre, les experts au bout d'un moment retournent exactement au point dont ils sont partis. Ils ont appris beaucoup de choses et ils se rendent compte que finalement, d'un certain côté, ils en savent pas forcément bien plus qu'avant pour juger mieux des affaires liées à leur discipline. C'est ce qu'il appelle une ignorance savante qui se connaît. Bref, une ignorance consciente d'elle-même, une sorte d'état de lucidité qui permet de mesurer l'étendue de ses incapacités en dépit de ses connaissances. On pourrait rapprocher cette formule du célèbre « je sais que je ne sais rien » de Socrate, dans le sens où reconnaître son ignorance, c'est le début de la sagesse et de l'intelligence. Et Pascal explique qu'à force d'apprendre, de développer ses connaissances, eh bien on atteint finalement cette forme de modestie. C'est d'ailleurs ce qu'il explique en disant « ayant parcouru tout ce que les hommes peuvent savoir, ils trouvent qu'ils ne savent rien et se rencontrent en cette même ignorance d'où ils étaient partis. » Alors par contre, on pourrait critiquer l'idée de devenir un être absolu qui sait tout sur quelque chose, c'est d'un côté une vision assez utopique et qui pose 2 questions de taille. Est-ce qu'on peut vraiment tout savoir et comment savoir justement qu'on sait tout? En plus, Pascal souligne que cette connaissance supposée être totale s'accompagne de la prise de conscience paradoxale que ces individus trouvent qu'ils ne savent rien. Et bah en fait, finalement, si je lis un peu entre les lignes, c'est pas l'étendue intrinsèque de leur connaissance dans une discipline qui fait la différence entre le savant et le demi-savant, mais plutôt le rapport que chacun d'eux va entretenir vis-à-vis de son savoir. Le savant va développer une forme de doute et de modestie. Comme il sait qu'il ne sait pas tout, ses jugements lui imposent une réserve, une nuance, une mesure qu'il élève, exactement comme un pur ignorant qui ferait attention à ne pas dire de bêtises parce qu'il sait qu'il parle d'un sujet qu'il ne maîtrise pas. Et c'est en cela que l'ignorant et le savant se rejoignent et que le savant est selon Pascal une grande âme. Il est capable de reconnaître ses insuffisances et c'est ce qui va lui permettre de nourrir des opinions pertinentes et de juger correctement des choses. A l'inverse, le demi-savant développe la certitude de tout savoir et c'est pour ça que de son côté, il va développer des opinions bêtes ou impertinentes alors que, paradoxalement, il en sait plus qu'un ignorant. Ses certitudes le font tomber dans un discours plus radical qui l'abaisse spirituellement et à cause de ça, il va venir troubler le monde. Parce que ce qu'il faut dire, c'est que ces demi-savants, qu'on pourrait aussi appeler des intellectuels, des curieux, du fait de leur certitude, ils se contentent pas d'avoir des idées, ils cherchent à les répandre. Ce sont souvent les premiers qui se permettent de donner leur avis, de juger sévèrement des choses et même de prendre des décisions pour tout le monde. Et ce que dit Pascal à leur sujet, c'est que du fait de leur comportement, ils troublent le monde et jugent mal de tout. Il ajoute encore, ils ont quelques teintures de cette science suffisante et font les entendus. Quelques teintures de cette science suffisante, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ils en savent un peu, ils ont une science, mais elle est suffisante. Et là, le terme est génial parce qu'il souligne que leur science est incomplète, mais qu'en plus, ils en ont une haute idée, ou devrais-je même dire une trop haute idée. Du coup, ce que Pascal reproche à ces individus, en fait, c'est leur arrogance, leur fierté, leur sentiment de supériorité. Ils ont lu 1 ou 2 livres sur tel ou tel sujet et ils croient tout à coup qu'ils ont des opinions extrêmement pertinentes et intelligentes sur celui-ci. En fait, ils sont pas capables de prendre du recul vis-à-vis d'eux-mêmes et c'est pour cette raison qu'ils jugent mal de tout et qu'ils troublent le monde. Donc bref, finalement, ce texte, contrairement à ce qu'on pourrait en tirer si on en faisait une lecture très superficielle et partielle, c'est pas un texte qui critique la connaissance ou l'instruction, c'est un texte qui critique la trop haute idée que les gens ont d'eux-mêmes lorsqu'ils commencent à s'instruire. Et c'est pour ça que si vous voulez prendre de la hauteur et nourrir des opinions pertinentes, intelligentes, vous devez en fait continuellement douter de vos connaissances, accepter le fait que votre instruction est et sera toujours incomplète et que son incomplétude est par définition un angle mort dans toutes vos opinions. Personnellement, de façon moins catégorique, je considère que ça ne veut pas dire que vous ne devez pas avoir de certitude, mais plutôt qu'il faut toujours se réserver la possibilité de les réévaluer au regard des connaissances nouvelles qu'on acquiert avec le temps. Je précise comme d'habitude, mais c'est bien mon interprétation de ce texte que je vous ai proposé ici. Je prétends en rien faire des analyses parfaitement objectives. Ce que j'aime au contraire, c'est partager comment moi je m'approprie un texte pour vous montrer ce que je trouve dedans. Si vous voulez plus de contenu de ce genre, je vous rappelle que j'ai créé une newsletter dans laquelle je parle grosso modo d'écriture, de littérature, de créativité, d'idées. Vous pouvez cliquer sur le lien qui est en description pour vous inscrire. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, pensez à la liker, à vous abonner, à activer la cloche pour être averti de la sortie de mes prochaines vidéos. Et moi, en attendant, je vous dis à bientôt.